Culture Soccer. Bienvenue à ce nouveau podcast de Culture Soccer spécial Gold Cup. Aujourd'hui, Adi Raphaël de Culture Soccer, un des rédacteurs en chef, et je suis avec mes chers collègues, les deux autres rédacteurs en chef de Culture Soccer. En premier, bon retour Antoine, ça va bien aujourd'hui? Ça va très très bien et bonne fête nationale à tous les deux les mecs. Merci, c'est très gentil, c'est très gentil. Et toi Anthony, ça va aujourd'hui en cette belle fête du Canada? Ça va très bien. C'est sûr, la fête du Canada me remémore des souvenirs douloureux du Canada face à Haïti, mais ça va, on tient le coup. On a dit qu'on n'en parlerait pas. Moi, j'ai du mal à dormir depuis ça, mais bref, on passe à autre chose. Il y a eu deux autres matchs hier pour cette Gold Cup, lors de cette Gold Cup. Les deux autres quarts de finale, le premier entre les États-Unis et le Curaçao. Mais on va commencer par l'autre match, qui est le match entre la Jamaïque et le Panama. On avait dit comme quoi on était un peu déçus de ce que la Jamaïque avait montré depuis le début de cette compétition, et le Panama qui avait quand même fait une bonne phase de groupe. On sentait que le Panama avait repris du poil de la bête. Donc déjà en premier, Antoine, comment t'as trouvé ce match-là? C'est sûrement en tout cas, c'est le pire quart de finale de tous les matchs et sûrement un des pires matchs de cette compétition. Il ne s'est pas passé grand-chose. En première mi-temps, il y a le Panama qui a 2-3 occasions, mais ils n'arrivent pas à cadrer du tout. Et en deuxième, la Jamaïque qui revient un peu et ils ont un penalty un petit peu contesté, pas vraiment contesté, mais pas pour une énorme faute. C'est une main un peu accidentelle et Darren Mattox qui le met au fond alors qu'il était entré il y a 3 minutes avant. 60% de possession pour le Panama qui démérite pas non plus, mais c'était vraiment pas un quart de finale très très dingue. Le seul peut-être événement, en tout cas noté de ce match, c'est que quand Darren Mattox a pris le ballon pour tirer penalty, il y a 3 ou 4 joueurs de la Jamaïque qui voulaient vraiment pas qu'il le tire, très étrangement. Kemar Lawrence notamment, il s'est avancé vers lui et il semblait lui dire non mais tu vas pas tirer penalty, mais bon, il l'a mis au fond, donc c'est plus important. Et voilà, vraiment pas un match qui restera dans les annales de cette compétition. Exactement. Mais on s'y attendait. On en avait parlé lors du dernier podcast, comme quoi la Jamaïque aime jouer défensif, aime ne pas avoir la possession. Et puis, plus que les équipes seront fortes, plus que la Jamaïque va être dangereuse dans ses contre-attaques. C'est un système de jeu extrêmement défensif. Et on le voit parce que, point de vue tir au but, ils ont eu, même s'ils n'ont pas eu la possession, ils ont eu le même nombre de tirs au but que le Panama. Et toi, Anthony, toi, t'as pensé quoi de cette histoire? Déjà que notre cher ami Darren Mattox qui marque le but de Cincinnati, qui marque le but. T'as pensé quoi de tout ce match-là, en fait? Ben, en fait, pour une fois, c'est pas que j'avais été déçu de la Jamaïque auparavant dans la compétition, c'est juste que j'aurais aimé que face à des adversaires plus faibles, ils offrent un meilleur style de jeu. Mais là, face au Panama, je m'attendais à ce qu'ils fassent ça. Je m'attendais également à une victoire. Je voulais voir la Jamaïque passer. Donc, pour vrai, avec la Jamaïque, on va rarement avoir un beau match, surtout rendu dans les éliminations directes. Et vraiment, là, je suis sûr que cette histoire leur fait du bien et vraiment, là, c'est une belle victoire jamaïcaine avec un style jamaïcain. Plusieurs joueurs de USL étaient dans l'alignement partant face à des joueurs MLS du côté du Panama. Là, il y avait au moins 4 joueurs MLS du côté du Panama. Là, donc, c'est vraiment pas mauvais pour la Jamaïque, même si la Jamaïque en a autant. Là, mais vraiment, là, c'était vraiment une belle prestation jamaïcaine. Je dis pas que c'était beau, mais selon leur style de jeu, ils ont parfaitement joué. La rencontre s'est parfaitement déroulée. D'accord. Et puis, on a parlé longtemps durant tous nos podcasts, durant toute la compétition. On parlait combien on était impressionné par Michael Hector. Il a encore fait un bon match où il a vraiment ratissé un nombre incalculable de ballons, n'est-ce pas, Anthony? Oui, c'est ça. La Jamaïque, là, les milieux de terrain, Michael Hector et Javon Watson, c'est vraiment là, physique, c'est solide. Pour elle, j'ai l'impression qu'il y a plusieurs nations dans cette Gold Cup qui aimeraient ça avoir un milieu
aussi physique que ça. Là, c'est pratiquement impossible d'avoir un milieu aussi physique. C'est vraiment, il y a pratiquement rien, il y a rien qui passe ces deux milieux et c'est beau à voir, là. Parfait, parfait. Et Antoine, Leon Bailey, encore une fois, assez décevant. C'est une Gold Cup à oublier pour lui, hein. Mais en fait, c'est bizarre. C'est juste que la Jamaïque, comme le Panama, ils ont vraiment un style très physique. Et on dirait que lui a du mal à se trouver justement dans ses contacts et il a pas vraiment la place pour s'exprimer. Mais c'est vrai que c'est pas du tout la révélation de ce tournoi. Du côté de la Jamaïque, enfin, moi, celui qui m'intéresse vraiment depuis, mais on le connaît grâce à Anthony et grâce à ses articles de récap du USL, mais pour moi, enfin, c'est Junior Flemings qui fait un très bon tournoi jusque-là et c'est un peu une des pépites de cette Jamaïque. Et enfin, Mattox a fait un match correct à son entrée de jeu, donc ça m'étonnerait peut-être pas de le voir titulaire pour les prochains matchs. Surtout que je sais que Nicholson, pas forcément hier, mais le match face à Curaçao, il avait raté des choses incroyables. Donc voilà, je serais pas super étonné de voir peut-être Flemings et puis Mattox ensemble au prochain match. D'accord, d'accord. Et une dernière chose, Omar Brownie qui est rentré pour les 30 dernières minutes du match, est-ce que vous avez quelque chose à dire sur sa prestation? Commençons par Antoine. Clairement, pas trop, parce que le Panama, on l'a pas du tout vu en deuxième période. C'est marrant, son première mi-temps, vraiment, il gérait le ballon, mais ils arrivaient juste pas à finir. Mais en deuxième période, ils ont eu vraiment peu d'occasions. Je sais pas ce que t'en penses, Anthony, si t'es d'accord avec moi, mais Non, ouais, exactement. Même si Brownie est rentré, là, la Jamaïque est restée solide et ça n'a rien changé on pourrait dire la domination défensive de la Jamaïque parce que peut-être qu'elle n'avait pas le ballon, mais vraiment, elle n'était vraiment pas inquiétée, là. Exactement. En tout cas, les supporters de l'Impact de Montréal doivent être assez contents parce que trois de leurs joueurs envoyés en Gold Cup, 3 sur 4, reviennent à la maison. Donc, Omar Brownie, plus Samuel Piette et Zachary Broguillard. Donc, enfin, il va y avoir un effectif un peu plus complet du côté de la MLS pour recevoir Minnesota la semaine prochaine. Bref, donc finalement, donc si je comprends bien, donc la physionomie du match a été exactement ce qu'on s'attendait. Une Jamaïque extrêmement défensive avec le Panama qui a pris le jeu à son compte. Malheureusement, il n'y a pas grand monde qui parvient à dépasser ce milieu jamaïcain du côté panaméen. Et finalement, c'est un but sur un penalty. Si vous regardez le penalty, c'est quand même, d'après moi, assez logique. Une main complètement décollée. Je ne sais pas ce qu'il fait, Murillo, qui a été excellent depuis le début de la saison avec les Red Bulls. Il a été vraiment excellent. Et même en Gold Cup, il a été excellent. Mais là, il saute avec la main comme s'il faisait du ballet. Il saute avec la main vers le ciel. Je comprends pas. Pour moi, c'est un penalty indiscutable. T'as pensé quoi, Anthony, de ce penalty? Est-ce que tu es d'accord avec le fait que pour moi, c'est indiscutable? Oui, oui, c'est ça. Au début, rapidement, quand j'ai vu l'action, je, je doutais un peu, mais vraiment parce que j'avais mal vu, parce qu'au ralenti, on voit très bien qu'il touche le ballon de sa main décollée. On dirait pratiquement que c'est intentionnel, là, mais, mais oui, c'est complètement logique, le penalty, là. On peut pas dire quoi que ce soit, là. Exactement. Et toi, Antoine? ouais, non, moi je disais qu'au début, il n'était pas litigieux, c'est juste qu'il est pas, enfin, il est un peu stupide, c'est pas une énorme faute. Bon, je sais pas ce qu'il fait avec sa main, mais c'est pas intentionnel, il a pas voulu bloquer le ballon. C'est juste, il est malheureux, il a levé la main et il dévie le ballon dessus, mais ouais, enfin, c'est penalty, c'est sûr. Va dire ça à ton ami Kim Pembe que c'est pas intentionnel. Mais bon, bref. Donc, juste pour dire, intentionnel ou pas, quand la main est aussi décollée que ça, pour moi, c'est, d'après ce qu'on voit depuis je pense, un an ou deux, c'est penalty à 100%. Puis, il a pas à sauter comme ça avec la main levée vers le ciel comme ça, genre, c'est ridicule. Mais bon. Bref, donc on passe au deuxième quart de finale et je pense que c'est celui qui nous intéresse le plus. Un quart de finale entre les États-Unis et Curaçao. Il y a eu beaucoup de critiques en ligne. J'ai eu de longues discussions sur les réseaux sociaux avec des gens qui disent ouais, mais c'est pas trop sexy ce quart de finale là. Beaucoup de gens vont trouver que vu que c'est Curaçao, ça fait que la compétition est pas sérieuse et ainsi de suite. Mais et je répondais comme quoi Curaçao n'a pas volé sa place du tout. Et ils l'ont prouvé durant ce match-là, où je pense que oui, les États-Unis ont dominé, bien évidemment, mais Curaçao n'a pas à rougir de sa prestation, n'est-ce pas, Antoine?
Non, pas du tout. Elle a fait un très bon tournoi jusque-là et même hier contre les États-Unis. Alors, c'était pas du tout un match qu'elle dominait pendant 90 minutes, mais ils sont très bien défendus. Ils ont posé extrêmement de problèmes aux USA qui, à mon avis, les États-Unis pensaient que Curaçao allait jouer bas en fait et un peu se laisser dominer. Mais pas du tout. Ils sont vraiment partis à l'attaque, même si, ils ont eu la possession de balle, 52%. Ils ont réussi à faire tourner pas mal des passes. Ils ont eu du mal à s'approcher du but. La plupart de leurs tirs, c'est vraiment des tirs lointains. Mais on fait une très belle compétition et c'est vrai que comme tu le disais, alors moi je ne les attendais pas au niveau de la Jamaïque, tu vois, mais je savais qu'ils n'allaient pas se faire détruire comme Cuba a pu par exemple se faire détruire. Mais quand tu regardes les joueurs qu'ils ont, je crois que c'est une des équipes, si ce n'est l'équipe, qui a le plus de joueurs en Europe de toute cette compétition parce qu'ils ont seulement 4 pardon, joueurs locaux. Puis après, c'est vraiment beaucoup de joueurs qui jouent en division 1 et 2 aux Pays-Bas. Et ils sont vraiment impressionnants. Après, c'est une équipe qui a gagné la Coupe caribéenne il y a 2 ans. Elle a gagné la Kings Cup. Je me souviens qu'on disait en prévision pendant le guide de Gold Cup, elle a gagné la Kings Cup en Asie face au Vietnam et à l'Inde, qui sont peut-être forcément des petites nations du football, mais c'est quand même impressionnant pour une île de 150 000 habitants. Donc voilà, franchement, une très belle équipe Curaçao qui a fait un très bon tournoi. C'est dommage de les voir partir si tôt, mais elles ont posé quelques problèmes aux États-Unis hier. Oui, exactement, exactement. Et bon, on a dit que c'était un peu notre petit chouchou de cette compétition, n'est-ce pas, Anthony? Ouais, pour elle, le Curaçao, là, ça joue super bien. L'un des meilleurs gardiens de la compétition. Pour vrai, je les attendais pas à ce niveau hier et vraiment, là, oui, oui, leur tir cadré, c'était pas des grosses occasions, mais c'était quand même souvent des bons tirs de loin et vraiment, là, ça s'est passé un jeu que pourquoi pas, il le marque en fin de match et, et que le match va en prolongation. Le scénario aurait été peut-être différent, mais vraiment, là, si les États-Unis auraient pu perdre au Curaçao au vu du match d'hier, et je crois que ça leur aurait vraiment fait une bombe partout aux États-Unis et même dans le monde, là. Ouais, exactement. Et puis, vous avez pensé quoi de... Oui, on a dit que Curaçao, c'était un peu notre chouchou, mais aussi, je pense que le gardien Eloi Roum, c'était aussi notre chouchou de la compétition. Et quel arrêt il a fait vers la 3 minutes 30. Il a fait un arrêt, mais de classe mondiale. T'as vu ça, Antoine? T'as pensé quoi de cet arrêt-là? Vraiment du bout des doigts, et il détourne la déviation de Pulisic. Pas de Pulisic, de McKennie, je pense. Je me Ouais, non, trompe. mais il a fait un très très bon match. Il était excellent. On va peut-être rentrer dans le match après, mais c'était un match très étrange parce qu'il y avait clairement une demi-heure où les États-Unis ont déroulé. La première demi-heure, ils ont eu plein d'occasions et l'Euro a vraiment maintenu son équipe en jeu, malgré le but de McKennie à la 25 ou 26e, il me semble. Mais les premières demi-heures est totalement sous domination américaine. Et là, moi j'étais un peu en train de me dire, ah, bah, c'est cool. Les États-Unis vont peut-être gagner 3-4-0. Et en fait, après cette demi-heure, après le premier but, je pense que les États-Unis sont un peu reculés en disant, bon, c'est bon, on gagne 1-0. Et Curaçao, au mieux de il n'a pas joué défensif du tout, ils sont vraiment allés attaquer. Et il y a eu quelques contre-attaques états-uniennes, mais c'est là où le match a complètement changé. Pendant 60 minutes, ça a été un match avec quelques occasions à droite à gauche, mais surtout du jeu au milieu de terrain. Et à chaque fois, Eloy Room a répondu présent à chaque fois que les États-Unis s'approchaient de son but. Il a fait un excellent match et je sais même plus. Non, si, c'est un remplaçant du PSV Eindhoven. Et je sais pas, peut-être qu'avec ce genre de match, il peut se faire repérer en USL ou en MLS. Ça serait très sympa parce qu'il a l'air très très bon. Il a vraiment aidé, mais pendant toute la compétition, son équipe. Parce que je me souviens, en phase de poule, on parlait souvent de lui aussi. Ouais, Un excellent exactement. Exactement. Et c'est drôle. Moi, très sincèrement, je le vois pas du tout en USL. Je le vois, si Ouais, c'est pas en non. MLS, en Europe, comme numéro un, dans peut-être une équipe un peu moins huppée que le PSV. Mais je pense qu'il pourrait avoir un poste de numéro un n'importe où aux Pays-Bas, à part le PSV et l'Ajax. T'en penses quoi, toi, Anthony? Ouais, c'est ça, vraiment, déjà en USL, son salaire doit être beaucoup trop élevé et vraiment son niveau est incroyable, là. C'est vraiment, selon moi, le meilleur gardien de la compétition jusqu'à présent et ça mérite minimum MLS, mais je suis même pas certain s'il serait intéressé envers la MLS, là. C'est vraiment un gardien qui a le potentiel pour jouer en Europe un peu partout, même dans le top 10 européen, là.
Ouais, exactement. Bon, bref, passons à la prestation des États-Unis. Effectivement, donc Antoine l'a dit, c'était une victoire 1-0, beaucoup plus difficile que ce qu'on pensait. Tout le monde pensait à un score fleuve, mais Curaçao, je pense, a montré durant toute la compétition qu'ils allaient pas être battus à plat de couture, et effectivement, ils l'ont prouvé encore une fois. T'as pensé quoi de la prestation des États-Unis, notre cher expert états-unien Antoine? Alors, ouais, il y a pas mal de choses à dire. Pour commencer, c'est vrai qu'on a un peu sous-estimé cette équipe de Curaçao, surtout dans les médias américains, où vraiment on pensait qu'autre chose qu'une victoire 4-0 était pas bon. Et d'un côté, je comprends parce que les États-Unis sont censés être un des leaders en CONCACAF avec le Mexique, le Costa Rica, etc. Et c'est vraiment dommage qu'ils aient pas réussi à, dans cette première demi-heure, marquer une, deux, trois fois parce qu'ils le pouvaient. Le problème, c'est quoi? Après le premier but, les États-Unis ont joué extrêmement bizarrement. On laissait un peu le ballon à Curaçao, on n'a pas fait vraiment de pressing. Et Curaçao faisait des belles passes. Bradley était au milieu de terrain, était complètement dépassé. Et ça, c'est un des aspects négatifs. Après, il y a les aspects positifs que j'essaye d'amener un petit peu pour trouver un peu d'aspects positifs à cette victoire 1-0. C'est le fait que des joueurs comme Pulisic et McKennie ont pris le match un peu dans leurs mains. Pulisic a été un des meilleurs joueurs sur le terrain. Il a réussi un petit peu à, quand les États-Unis avaient le ballon, à provoquer du mouvement, des espaces, à dribbler un petit peu. Et il a eu la chance de pouvoir le faire, mais c'était un match compliqué pour l'attaque américaine. Boyd et Areola, pour la première fois depuis ce tournoi, ont eu un match très décevant, pas grand-chose à faire. Boyd, il a été un peu invisible et Areola un peu perdu en attaque. Jesse Sardes a fait 20 minutes bonnes au début, où il est un peu comme un pivot, puis après c'était terriblement mauvais. Je pense qu'il était titulaire parce que Jody Altidore est toujours un peu blessé, mais ça va vraiment pas avec Jesse Sardes. C'est dommage parce que contre Trinidad et Tobago, il avait marqué quelques beaux buts, il avait vraiment participé au jeu de son équipe, mais là, tout est oublié, c'est-à-dire qu'il a vraiment été mauvais hier après le premier but, et j'ai vraiment, vraiment espoir que Josie Altidore soit rétabli pour la demi-finale et la finale, parce que sinon, en fait, pourquoi Berhalter a pris Josie Altidore s'il peut toujours pas jouer, enfin, autant prendre Josh Sargent, je comprends pas trop cette décision, donc j'espère le voir au prochain match. Et ouais, heureusement aussi, Stéphane a été très bon, parce que Curaçao a très bien joué en fin de match. Et il y a Bakuna, le milieu de numéro 10, il me semble, de Curaçao, qui joue à Cardiff City en Première Ligue, qui a eu un tir lointain en fin de deuxième période. Tu en parlais un peu, Anthony. Et vraiment, si Stéphane n'avait pas sorti une excellente claquette, ça aurait fini en prolongation et ça aurait été très dangereux pour les États-Unis. Exactement. Et toi, Anthony, tu as l'appréciation de ce match-là? Ouais, c'est sûr que les États-Unis, même si le Curaçao décide de mettre le pied sur le ballon et tout, là, ça doit mieux jouer que ça. C'est vraiment les États-Unis, avec Greg Berhalter, ils veulent vraiment imposer leur style de jeu. Et dans cette rencontre, là, malheureusement, ça n'a pas eu lieu. Et même, je voyais sur Twitter, genre, les supporters américains, leur but, il y en a certains que leur but ultime, c'est de voir l'équipe nationale américaine jouer contre le Curaçao. Fait que pour les Américains, je crois que c'était vraiment un match frustrant. Et, euh, heureusement, on peut dire que au moins le seul point positif, c'est que la défense a pu tenir la défense tient quand même bon depuis le début de la compétition. Donc, les États-Unis vont pouvoir bâtir là-dessus là, pour la suite de la compétition et voir plus. Ouais, exactement, exactement. Mais ce que j'ai pas trop aimé, par contre, c'est que même après avoir vu le niveau de cette équipe de Curaçao, je pense que les supporters américains, au lieu de dire, ah, finalement, ils sont plus forts que ce qu'on pensait, ils ont juste descendu leur équipe en disant comme quoi c'est l'équipe le problème et c'est Berhalter, comme quoi il a juste pas le niveau pour entraîner à ce niveau-là. Puis j'ai lu ce genre d'aberration, selon moi, c'était vraiment un peu trop poussé. Je sais pas ce que tu en penses, toi, Antoine, parce que quand on voit la prestation de Curaçao durant toute la compétition, il fallait juste pas les sous-estimer et il fallait s'attendre à ce que ce sera plus difficile et ce soit plus difficile pour l'équipe nationale américaine. Oui, mais en même temps, tu regardes les joueurs qu'on a sur le papier, les États-Unis, enfin, c'est vraiment dommage que ça marque pas un peu plus. Le Curaçao a vraiment bien joué. Ils avaient la possession, ils ont eu plus de tirs, mais c'est dommage
qu'il n'y ait pas les États-Unis qui n'ont pas poussé. Je t'ai dit, il n'y avait pas de pression après le premier but. Enfin, alors que clairement, il y avait les armes pour mettre un deuxième but tout de même. Alors, puisque Curaçao jouait haut, donc en contre-attaque, ça aurait pu aller. Il y a plein de questions. J'aime beaucoup Berhalter et j'aime beaucoup ce qu'il fait. Mais pourquoi il a fait qu'un seul changement avant la 90e? Il a mis Maurice pour Boyd. Pourquoi il n'a pas fait rentrer Josie Altidore, par exemple? Pourquoi il n'a pas fait rentrer Jonathan Lewis? Des armes offensives qui auraient pu aider un petit peu cette équipe américaine. Pourquoi ils n'ont pas essayé de tuer le match un peu plus tôt? Il y a des belles phases. En fait, c'est ça qui est cool avec Berhalter, c'est qu'on voit qu'il essaie de construire quelque chose. Par exemple, le premier but, c'est vraiment, il y a une quinzaine de passes avant d'arriver au but de Mackenzie. Ouais. Donc, c'est vraiment très bien. Ouais, il y a vraiment des enchaînements, des tactiques qui marchent. Mais le problème, c'est que ça rend en fait l'équipe un peu prévisible. Et quand ils arrêtent de presser, il n'y a pas de récupération de balles. Du coup, il n'y a pas de possession. Et du coup, je ne peux pas enchaîner 15 passes et remarquer un but. Je sais pas, est-ce que c'est les joueurs qui sont pas adaptés à ce que veut faire Berhalter? Peut-être. C'est vrai que, je sais pas, tu peux repenser au tournoi en mettant Adams en 6 plutôt que Bradley, qui a vraiment un peu galéré hier. Mais normalement, avec un ou deux blessés, il y a d'autres équipes en CONCACAF qui arrivent à faire des résultats malgré des blessures. Donc, les États-Unis devraient pouvoir se débrouiller sans ça. Et puis, c'est Berhalter qui a décidé, qui a décidé ses joueurs. C'est lui qui a décidé de laisser Sargent pour prendre Zardes, par exemple. Donc, voilà, je comprends pas trop la tactique la tactique hier, en tout cas. Et même si Curaçao a été sous-estimé, les États-Unis restent une équipe avec des joueurs sur le papier qui sont quand même très bons et qui évoluent dans des clubs assez performants. Et c'est dommage, tu vois, de gagner que 1-0 contre le Panama, de gagner que 1-0 contre Curaçao. Pour une équipe qui veut revenir en Coupe du Monde, c'est assez... C'est pas des résultats dingues, même si, oui, Curaçao a très bien joué. D'accord, parfait, parfait. Et, Anthony, quelque chose à ajouter par rapport au fait que Berhalter est très critiqué. Moi, selon moi, je trouve que c'est un peu trop sévère. Oui, effectivement, tu l'as dit, Antoine, il devrait que dominer ainsi de suite. Et que oui, ils auraient dû peut-être gagner avec un ou deux buts de différence. C'est vrai. On a vu un peu les États-Unis aussi, c'est vrai, comme tu l'as dit, lever le pied à un moment donné après avoir marqué le premier but. Bon, finalement, ils auraient pu continuer à presser comme ça. Mais n'empêche, je trouve que quand même des critiques sont quand même assez dures sur Berhalter. T'en penses quoi, Anthony? Oui, je suis d'accord avec toi, Adi, parce que vraiment, c'est la première compétition avec Greg Berhalter. Faut se rappeler aussi du contexte avant la compétition. Les États-Unis n'étaient pas en confiance. Ils étaient sur 2 défaites contre le Venezuela et je crois que c'est Jamaïque. la Jamaïque. Donc, tu sais, c'était pas des grosses nations que d'habitude la Jamaïque, pas la Jamaïque, les États-Unis sont censés vaincre. Donc, ils sont vraiment arrivés dans la compétition vraiment en manque de confiance et vraiment, ça se ressent un peu dans la compétition. Parfois, les prestations sont pas parfaites, mais j'ai l'impression là que c'est normal que, dans les premiers matchs officiels, là, ça soit pas parfait. Si on compare avec un man avec le Canada, désolé Adi, j'en reparle, mais vraiment, c'est normal que quand tu es un nouveau sélectionneur, il y a un temps d'adaptation. Parce que euh, en match amical, ça va, mais quand tu rentres en compétition officielle, tout change et les adversaires sont plus motivés. Il y a vraiment il y a un autre contexte qui rentre en compte et vraiment, faut juste être patient et je crois que les choses vont se faire parce que quand même, les États-Unis sont en demi et je crois que pour eux, la finale là, est plus que jamais proche. Ouais, exactement, exactement. Moi, je trouve quand même que les États-Unis, là où ils étaient, ont montré que finalement, elles étaient capables d'être dominantes. Et puis, voilà, je pense que finalement, on arrive à ce qu'on s'attendait des États-Unis avec un nouveau coach qui dispute sa première compétition internationale. Moi, je trouve que c'est pas si pire que ça. Après, on voit le Mexique. Moi, je suis plus inquiet pour le Mexique. Il y a eu beaucoup plus de difficultés à battre le Costa Rica, qui est clairement en pente descendante, et ou bien qui a eu beaucoup de difficultés à battre la Martinique. Bon, après, vous allez me dire, oui, c'est l'équipe B du Mexique, peut-être. N'empêche, ils ont eu beaucoup de mal. Donc, au moins les États-Unis, je trouve que jusqu'à maintenant, la Gold Cup des États-Unis est beaucoup plus complète que celle du Mexique. Je sais pas ce que tu en penses,
toi, Antoine? Bah, je sais pas, parce que vraiment, les adversaires sont pas du tout les mêmes, hein. La Martinique, c'est bien meilleur que la Guyane, par exemple, ou que Trinidad et Tobago, je trouve. Enfin, en tout cas, ils ont montré plus de choses. Le Canada, c'est bien meilleur que le Panama. Une équipe comme enfin, Curaçao, comparé au Costa Rica, enfin, ils ont très bien joué, le Curaçao, mais je pense que le Costa Rica bat le Curaçao. Donc ça, le problème, il n'y a pas vraiment d'adversaire. Et même, tu vois, si les États-Unis s'imposent 1 ou 2-0 contre la Jamaïque, moi, j'ai très peur qu'en finale, le Mexique n'en fasse qu'une bouchée parce que les États-Unis n'auront vraiment pas joué contre une grosse nation. Ils ont évité le Canada, le Costa Rica, le Mexique. Et la Jamaïque ne fait pas un tournoi énorme non plus. En fait, ça, le problème, c'est que les États-Unis, jusqu'à la finale, n'auront affronté pas de grosses nations. Tu vois, des nations qui pourraient prétendre enfin, avoir des joueurs de leur calibre. Et c'est ça le problème. Enfin, est-ce que la tactique de Berhalter marche contre des grosses équipes? Personne ne sait. En tout cas, il est trop tard pour la changer, ça qui est sûr. Enfin, moi, j'aime beaucoup ce que fait Berhalter, hein, mais je dis juste, enfin, on peut pas faire autre chose. Ça fait 4 matchs qu'on le fait. On va pas, pour les 2 derniers matchs de Gold Cup, changer la tactique, changer les joueurs. À part Josie et Tidor, à mon avis, c'est rétabli. Mais enfin, j'ai pas peur. C'est juste, je me demande, mais qu'est-ce que cette équipe peut faire face au Mexique? Parce que elle n'a jamais joué sous Berhalter face à une grosse équipe. Je sais pas si tu me comprends. Oui, je comprends très bien. Je comprends très bien. Oui, c'est vrai, je vois ce que tu veux dire. On verra ce qui va se passer de ce point de vue-là. En tout cas, par rapport aux États-Unis, c'est sûr qu'en premier, il y a l'obstacle Jamaïque. On sait que il y a deux éditions. La Jamaïque avait éliminé les États-Unis pour après se retrouver en finale puis perdre contre le Mexique. Je pense que c'était 2015. Oui, c'est ça, Ouais. en 2015. Donc, ce qui veut dire que il faut faire attention à la Jamaïque. Et je pense que la Jamaïque, dans ce genre de match-là, c'est là où elle excelle. Je le dis depuis le début de la compétition. Ils attendent les matchs où ils sont pas favoris. Ils attendent de contrer des équipes extrêmement offensives comme les États-Unis. Est-ce que les États-Unis vont être assez forts derrière? Est-ce que les États-Unis vont être capables de supporter les contre-attaques jamaïcaines? En tout cas, on a hâte par rapport à ça. Et en fait, ça va être notre prochain. On va parler exactement de ça maintenant, les demi-finales de cette compétition-là. En premier, on va commencer, donc, vu qu'on est déjà dans le vif du sujet, cette demi-finale Jamaïque-États-Unis. On va commencer par Anthony. Tiens, et Anthony, j'aimerais que tu me donnes en premier ce que tu penses de ce match-là et après, bien évidemment, ton pronostic, qui tu penses va l'emporter, par quel score? Ouais, en fait, j'ai l'impression que ça va être quand même un bon match du côté de Nashville, car oui, cette demi-finale va jouer au Nissan Stadium à Nashville, donc assez intéressant de mon côté, puisque, comme vous le savez, je suis supporter de Nashville, mais oui, pour moi, là, les États-Unis vont quand même avoir beaucoup de difficultés face à la Jamaïque, qui est vraiment solide défensivement, et je vois pourquoi pas un 2-1 Jamaïque. 2-1 Jamaïque, Ouais. parfait. Et toi, Antoine? Avant juste le pronostic, comme tu as dit, ouais, le Jamaïque a battu les États-Unis en demi-finale en 2015. En finale, en 2017, c'était les États-Unis qui avaient battu la Jamaïque 2-1. Oui. C'est beaucoup moins technique que Curaçao, la Jamaïque. Je suis en train de me demander, en fait, est-ce que c'est une meilleure équipe? Bon, ils ont fait 1-1 contre le Curaçao. Je sais pas si c'est une meilleure équipe que Curaçao, mais c'est une équipe qui est tellement plus athlétique. Et le jeu de la Jamaïque, je pense, ça va être d'essayer de nous briser, enfin de briser les Américains en deux. Hier contre le Panama, il y avait une faute toutes les 3 minutes dans le match et je pense que ça va être un peu ça. La Jamaïque va laisser arriver les Américains, va essayer de les jouer vraiment physiquement. En plus, les États-Unis, en dehors d'Altidor, n'ont pas forcément des joueurs offensifs qui sont des géants. On a vu un Pulisic, un McKennie, ça peut vite tomber face au physique jamaïcain. Et le problème des États-Unis, c'est que derrière, s'il y a les contre-attaques très rapides de la Jamaïque, on le sait, les États-Unis jouent avec Nick Lima très très haut, ils jouent avec Tim Rim qui est vraiment pas rapide du tout en défense sur la gauche. Donc il y aura 2 trous dans la défense américaine. Ça va être très très compliqué. Enfin, en tout cas, c'est juste le gros aspect qu'il faudra faire vraiment attention, c'est les contre-attaques rapides jamaïcaines et puis le côté athlétique de cette sélection des Reggae Boys. Et donc voilà, et puis récemment, juste avant la compétition, comme le disait Anthony, il y a eu 2 amicaux des États-Unis, dont un perdu 1-0 face à la Jamaïque. Alors,
Peralter nous a fait un peu une excuse à la Herdman en disant ouais, mais je teste des trucs tactiques, c'est pour ça qu'on a perdu. Je fais vraiment pas la tactique que je vais faire à la Gold Cup, c'est juste pour voir si deux, trois trucs marchent. Euh, et bon, on va voir si. Enfin, maintenant, ils ont intérêt à gagner parce que s'ils perdent contre la Jamaïque, ça veut dire que par rapport à l'amical qu'ils ont fait il y a 3 ou 4 semaines, il n'y a eu aucune progression et ils n'ont rien appris. Donc voilà, enfin, j'espère qu'ils ont appris de cette amicale et qu'ils vont réussir à avancer par rapport à ça et à progresser. Parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de progrès, en tout cas dans cette Gold Cup. Tu vois, tu as des équipes où tu as l'impression qu'il y a eu, comme hier, j'ai écouté Greg, du premier match au dernier match du Costa Rica, tu as l'impression qu'il y a une progression. Les États-Unis, pas vraiment. Et c'est en partie parce que les adversaires sont pas forcément meilleurs. Mais j'espère les voir. Moi, je dirais un petit 3-1 pour les États-Unis. Et j'espère les voir passer. Voilà. Mm. Et, Parfait. euh, Oui. et si je peux ajouter quelque chose, c'est vraiment le contexte du côté de la Jamaïque va être vraiment intéressant parce que il y a quelques joueurs qui risquent d'être vraiment motivés face aux États-Unis. Tu sais, les États-Unis ont un effectif beaucoup de MLS et vraiment la Jamaïque a quelques joueurs. C'est soit des joueurs qui ont été refusés par la MLS, ont été considérés comme s'ils n'avaient pas le niveau. Je pense à Junior Flemings. Il est un peu dans les mêmes âges que Derek Etienne. Est passé par les Red Bulls de New York. Fait que c'est un peu le même genre. Finalement, les Red Bulls n'ont pas voulu le signer. Sean Francis a été refusé par la MLS après avoir joué à Montréal. Javon Watson également. Il a eu une belle carrière, mais finalement, il est rendu à Oklahoma City. Donc, c'est tous des joueurs comme ça là, que je suis sûr que face aux États-Unis, ils vont être gonflés à bloc. Mais qu'est-ce qui est à surveiller, c'est si, admettons, un joueur comme Michael Hector prend un carton jaune très tôt dans le match, là, le match va être complètement différent parce que il va être de moins en moins physique tout au long de la rencontre et ça peut peser très lourd sur la Jamaïque. Mm. D'accord, ben on verra. J'ai comme l'impression que ce sera un match, ben, bien évidemment, très serré. Je dirais un 2-1 aussi pour les États-Unis où ça va être difficile. Moi, je trouve, contrairement à ce que beaucoup pensent, je trouve que les États-Unis progressent beaucoup dans cette compétition-là. Ouais, ben, je trouve c'est des matchs difficiles qui font en sorte que la cohésion dans une équipe devient de plus en plus importante. Puis je pense que les États-Unis sont en train de vivre en groupe et de surmonter les étapes en groupe. Puis je pense qu'ils vont monter en puissance, surtout contre la Jamaïque. Donc je pense à un 2-1 pour les États-Unis, mais ce sera pas un match facile. Ce sera quand même très serré. Passons à la deuxième demi-finale, donc une demi-finale Haïti-Mexique. Je vais commencer moi cette fois-ci, juste pour changer un peu. Je vais choquer beaucoup de monde, mais je pense qu'Haïti va battre le Mexique 2-1. Je pense qu'il y a une chose qu'on a vue chez Haïti qui est quand même assez unique dans cette Gold Cup. Haïti est très physique, surtout sur les côtés. Et je pense que le Canada, le Canada a vraiment remarqué ça, puis a vraiment perdu à cause de ça. On en a parlé, à cause des latéraux qui n'étaient pas assez physiques. Et je pense que ça va être exactement la même chose avec le Mexique. Si jamais le Haïti est capable de mettre ce côté physique contre les Mexicains, on en a déjà parlé dans les autres épisodes, en disant que le Mexique défensivement, c'est pas trop ça. Et on l'a vu déjà face à la Martinique et même face au Costa Rica. Je pense que Haïti va s'imposer sur le score de 2-1. Ça, c'est ce que je pense. Je pense que vous en passez. Commençons en premier par Anthony, parce que je sais qu'Antoine ne sera vraiment pas d'accord avec moi. Mais commençons par Anthony. Ouais, ben vraiment, je suis d'accord avec toi. J'ai l'impression qu'Haïti peut être vraiment la grosse surprise de cette Gold Cup. Et face à des Mexicains, parfois, qui ont semblé avoir du mal contre Costa Rica, j'ai l'impression que, en plus, après avoir joué 120 minutes assez intense, ça va être assez difficile pour eux, les 90 minutes. Et Haïti, qui est très physique, gonflé à bloc, j'ai vraiment l'impression que Haïti joue vraiment pour une nation et ça fait longtemps que j'ai vu ça en Gold Cup. Vraiment, tout, tout le pays sont rivés vers cette Gold Cup et vraiment, je crois que Haïti va être beaucoup plus motivé que le Mexique, beaucoup plus d'énergie et je crois vraiment que ça va se répercuter sur le terrain. Peut-être que durant la première mi-temps, là, Haïti va être mené, mais comme face à notre Canada, là, j'ai l'impression qu'elle va être capable de revenir
de l'arrière et pourquoi pas même mener avant la fin du temps réglementaire. Ouais, parfait. Et toi, Antoine? Je suis pas entièrement en désaccord avec toi. Ah, Je pense que- wow! Oh, wow! Non, OK. mais Il y a je un pense que gros problème quelque part, là. je pense que le Mexique va quand même gagner, mais OK. ça va vraiment pas être une partie facile parce qu'en plus, comme c'est ce que Greg disait hier dans le podcast, mais ouais, ils ont une prolongation dans les jambes, le Mexique, qui peut être très compliqué à gérer parce que les temps de récupération sont assez courts en Gold Cup. Donc ça peut vraiment peser dans les jambes, il peut avoir les jambes lourdes. Et Haïti est vraiment porté par de l'euphorie. Moi, je verrais bien un 2-1 Mexique ou un 2-0 Mexique, mais c'est une partie très compliquée. Mais voilà, par exemple, j'ai confiance en Memo Ochoa pour sortir des parades assez incroyables, par exemple. Donc je pense que ça va être très compliqué pour Haïti. En fait, ils vont avoir peu d'occasions et les mettre au fond, ça sera pas une partie plaisir. Mais je sens que ça va être un duel très compliqué pour les Mexicains. Mais j'ai confiance en la capacité quand même physique de cette équipe. Voilà. Parfait, parfait. Donc voilà qui va, je pense, clôturer notre épisode quotidien maintenant, plus trop quotidien vu qu'il n'y a pas de match chaque jour, mais notre podcast spécial Gold Cup. Donc demain, c'est le premier, aujourd'hui on est le 1er juillet, donc bonne fête du Canada, comme l'a dit Antoine au début du podcast. Donc, demain, le 2 juillet, c'est le match entre Haïti et Mexique. Et le 3 juillet, le match entre la Jamaïque et les États-Unis pour la finale qui se jouera dimanche le 7 juillet. On a vraiment hâte de voir ce que ça va donner. En tout cas, ça va être deux très belles demi-finales. En fait, je pense que j'ai vraiment trop apprécié cette Gold Cup-là. Je pense que le niveau était assez élevé. Je sais pas si vous avez quelque chose à ajouter, Anthony, Antoine. Non, j'ai pas eu l'opportunité de le dire, donc bonne fête du Canada à tous nos auditeurs. Ouais, moi j'allais dire, je suis assez bonne fête à tous et puis je suis assez d'accord avec toi. C'est vraiment une super compétition. J'ai vraiment adoré la couvrir jusqu'à là et c'est génial de voir Haïti, mais aussi la Martinique, le Curaçao, même les Bermudes qui ont réussi à grappiller des points. C'est vraiment super de voir ça et j'ai très hâte de voir aussi la CONCACAF Nations League l'année prochaine. Et voilà, on souhaite à tous les auditeurs une bonne fin de compétition et puis on les retrouve de toute façon après les demi-finales. Exactement. Donc, on se retrouve bien évidemment. Le prochain podcast sera le 3 juillet. Donc, ce sera pour parler de cette demi-finale entre Haïti et le Mexique. D'ici là, écoutez, je vous souhaite à tous une très joyeuse fête du Canada pour les Canadiens et pour le reste, un très bon début de semaine. Puis, on se reparle donc le 3 juillet.